J'ai été apiculteur dans... Ok, juste j'avais un message. Voilà. J'étais apiculteur quand j'étais jeune, entre 20 et 30 ans. Et après, j'ai changé de métier, j'ai fait une reconversion sociale et je suis devenu biologiste. Et j'ai travaillé en recherche en génie génétique à Sanofi. J'ai terminé les 5 dernières années, j'ai fait une formation de bioinformaticien, ce qui m'a permis justement de pouvoir monter cette expérimentation. Et j'ai repris les abeilles depuis 10 ans à peu près. Et voilà, donc je vais commencer par expliquer pourquoi il m'est venu cette idée et comment. Et je vais parler dans un premier temps de tests que j'ai fait sur 4 ruches. Mes 4 ruches, j'ai un tout petit rucher, j'ai 5 emplacements en fait. Donc j'avais 4 ruches l'année dernière, sur lesquelles j'ai testé la mise en cave pour protéger du soleil. Et après, on fera une petite coupure si vous voulez, avant la deuxième partie où je parlerai de l'expérimentation qui s'est passée, expérimentation participative qui s'est passée donc depuis octobre dernier. Donc, en 2019, j'avais 3 essaims de l'année qui étaient un peu tardifs et qui étaient à l'automne bien populeux. J'avais fait une petite récolte, mais pas grand-chose. Et je me disais, super, ça va passer l'hiver et ça va être. Je ne connaissais pas l'âge de la reine, sauf un qui était un des récents secondaires, donc là, je savais l'âge de la reine. Et donc, j'ai observé, le rucher étant chez moi, à côté de chez moi, j'observais tous les jours, pratiquement tous les 2 jours, j'allais au rucher, tout l'hiver. C'était en 2019, il a fait très chaud. Il y a eu du pissenlit toute l'année et les abeilles sortaient tous les jours, pratiquement tous les jours. C'était incroyable. Et au fur et à mesure que j'allais les visiter, il sortait de moins en moins d'abeilles. Et puis, en février, j'ai eu 2 jours à -10 et les abeilles sont mortes. Elles sont mortes. Quand j'ai ouvert les ruches, elles étaient mortes de froid parce qu'il ne restait plus qu'une petite grappe d'à peu près d'une orange. Donc, je me suis dit, c'est pas normal que ce soit dépeuplé. Et pour moi, je me suis dit, l'hiver est trop doux et se sont dépeuplés. Et je me suis dit il y a 40 ans, ça ne serait pas arrivé. Donc, il faut faire quelque chose pour essayer de recréer les hivers d'il y a 40 ans, enfin, où les abeilles restaient pendant 6 mois sans bouger pratiquement. Moi, j'étais dans l'Aveyron, à 800 mètres d'altitude, et les abeilles ne sortaient pas pendant 4-5 mois, pas du tout, quoi. Donc pour moi, l'hypothèse que j'ai émise, c'est que les abeilles s'épuisent, elles sortent, elles perdent en vitalité, et donc quand il fait 14 degrés, elles sortent. S'il y a un nuage, qu'elles sont un peu loin de la ruche, la température tourne de 7 à 8 degrés, très très rapidement, et l'abeille souvent ne revient pas à la ruche. J'en ai vu à côté de la maison qui traînaient par terre et qui ne revenaient pas à la ruche. Donc, la deuxième chose, donc pour moi, le réchauffement climatique est une nuisance pour les abeilles à cause de trop de chaleur l'hiver. La deuxième conséquence, évidemment, de trop de chaleur l'hiver, trop de soleil, c'est le varroa qui prolifère, même l'hiver maintenant, et il prolifère dans le couvain parce que sur ces 3 ruches, il y avait plus de miel qu'à l'automne. Donc, elles avaient butiné tout l'hiver. Et le miel recouvrait même complètement les pollens. Et je les avais traitées contre le varroa, donc elles n'avaient pas beaucoup de varroa. Et j'ai regardé le couvain qui restait, il restait du couvain, donc fin février, il y avait déjà du couvain, mais il y en a eu, je pense, tout l'hiver en fait. Et donc, elles sont. Le problème et l'hypothèse de départ, c'est les abeilles sortent trop et le varroa prolifère. Donc, pour moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais essayer refaire un hiver rigoureux artificiel et je vais les mettre dans ma cave. C'est pas une cave, en fait, c'est un garage qui est à l'abri du soleil au nord avec des murs épais, donc qui garde la température fraîche, quoi. Voilà. Donc, simplement, les 4 ruches n'ont pas été traitées contre le varroa. Donc, je ne sais pas comment je vais faire en bas pour pouvoir voir la vidéo. Bon, bref. Donc, j'ai décidé, en faisant des recherches, de ne pas traiter les ruches contre le varroa. Je vous expliquerai pourquoi en détail après. Ensuite, j'ai suivi mes colonies avec la méthode Coleval.
la méthode Coleval qui a été inventée par l'INRAE de Avignon, qui permet d'avoir une approche très précise du suivi d'une colonie. On peut déterminer à 10% près, avec un peu d'habitude, on peut déterminer la quantité de couvain, la quantité d'abeilles, la quantité de miel qui reste dans une ruche avec une visite qui ne dure pas plus longtemps qu'une visite normale. Donc, dans mon garage, il a fait entre 0 et 10 degrés, alors qu'à l'extérieur, il a fait entre moins 10 et 22 degrés. Donc, on voit que si j'avais eu un essaim petit à l'extérieur, peut-être qu'il serait déjà mort s'il n'a pas été mis dans la garage. Donc, une première chose qui est utile, c'est pour les petits essaims, pour les protéger du froid. Donc, si vous voyez simplement, j'ai bricolé un nourrisseur arrière qui est un peu fait simplement, j'ai adapté un nourrisseur de volière, hein, d'oiseaux, que j'ai mis derrière. Ça permettait de donner de l'eau aux abeilles pour être sûr qu'elles ne manquent pas d'eau, parce que tant qu'elles ont du couvain, elles ont besoin d'eau. Donc il fallait trouver un moyen, sans déplacer les ruches, de leur donner de l'eau. Donc j'ai trouvé ça. Alors, au bout de 70 jours, bon, les abeilles, je les ai sorties à peu près, je les ai sorties 5 fois exactement, parce que en discutant avec Jean Yandé notamment, elle m'a dit attention, peut-être qu'il faut risquer d'avoir des nausémoses, de la dysenterie, parce qu'elles vont rester trop enfermées, donc ce serait peut-être mieux de les sortir de temps en temps. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc déjà, j'ai perdu aucune abeille, aucune ruche. Aucune ruche. Hein. Donc l'année dernière, c'était des essaims pareils qu'il y a l'année précédente. Et donc, j'ai perdu aucune ruche, en fait. Hein. Et donc là, déjà, c'était pour moi super. La mortalité des abeilles au niveau de la population était très faible. Ça, je pouvais le contrôler puisque quand je sortais les abeilles, je changeais le plateau et les abeilles étaient sur le plateau. Elles sortent très peu, les abeilles mortes de la ruche, quand elles sont en hibernation complète, hein, en fait. Les reines n'ont pas pondu pendant 60 jours. Je dis 60 jours, 70 au lieu de 70 parce qu'à la 5e sortie, il faisait moins 7 le matin. Et je me suis dit, bon, je vais les sortir, il ne va pas faire chaud l'après-midi. Et malheureusement, et heureusement aussi, il a fait bon à l'après-midi. Et du coup, les abeilles sont sorties à l'entrée du pollen. Elles ont commencé à pondre. Et ça, je l'ai pu le constater. Je m'en suis douté, je l'ai pu le constater vraiment à la sortie définitive. Et en plus, en restant dans la léthargie, il y a très peu de consommation de miel. Au 10 avril, donc je les ai sortis le 29 janvier, les colonies étaient déjà très populeuses. Je les ai poussées un peu à la pompe, bien sûr. Et au 10 avril, les colonies les plus fortes étaient déjà avec 45 000 abeilles à net, c'est-à-dire pratiquement 8 à 9 quarts 10 quarts de couvain pour la plus forte, et 22 000 abeilles adultes en moyenne. J'avais un essaim parmi ces 4 ruches qui étaient de septembre, il n'avait que au 10 avril, 9 500 abeilles et 30 000 abeilles à net, mais c'était normal, il n'était parti que de 1 300 abeilles au départ. Par rapport au couvain, au varroa, j'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas traité parce que j'ai voulu essayer une méthode que j'ai découverte sur Internet en faisant des recherches sur le Canada pour savoir comment ils faisaient. J'ai trouvé un site qui disait qu'il y avait 2 Russes qui avaient tenté de supprimer le premier cadre de couvain après une longue absence de ponte de la reine. Pour eux, c'était après un essaimage naturel. Donc, il n'y avait pas eu de ponte pendant 1 mois et demi au total. Et quand la nouvelle reine s'est mise à pondre, ils ont supprimé le premier cadre de couvain. Ils avaient 40% sur le premier cadre de couvain de varroa. En supprimant le premier cadre de couvain, les jours suivants, les cadres suivants, au bout d'un mois, il n'y avait plus que 4%. Donc, ils avaient supprimé, le fait de supprimer le premier cadre de couvain après une longue absence de ponte, et là, justement, dans la mise en cave, il n'y a plus de ponte du tout pendant 72, le temps de les laisser en cave. C'était pour moi un très bon principe. Et j'ai eu sur les 4 ruches, j'en avais une qui était très infestée, qui avait 30%. J'ai supprimé ce premier cadre, que j'ai supprimé sur les cadres ruches, et je n'avais plus que 3% 1 mois après sur les cadres suivants. À la fin août, je n'en revenais pas, j'ai eu 60 kilos de récolte de miel par ruche, en moyenne. Or, il a fait mauvais, vous allez voir après sur les articles, il a fait mauvais du 15 avril jusque fin juin presque.
Donc, la récolte a été faite juste à partir de juin jusqu'au mi-août. La quatrième ruche avait essaimé, ensuite elle a contracté la LOC européenne, donc j'ai dû la supprimer en novembre. Juste très rapidement, un graphe que je peux faire justement parce que je fais la méthode Préval. Donc, sur la partie gauche, pendant le temps de l'hivernage, on voit que la miel a baissé, bien sûr, dans la ruche. Il n'y avait pas du tout de couvain, hein, c'est la partie jaune. En bleu, c'est la population des abeilles. Donc là, elle n'a pas bougé. Cette ruche avait que 2200 abeilles à la sortie de l'hiver. 2200. Donc elle n'était pas très grosse. Hein, on est d'accord, c'était des abeilles noires, celle-là, d'aspect noir. Hein. C'est un dessin que j'avais récupéré. Au 10 avril, il y avait déjà 45 000 abeilles à naître, c'est-à-dire œufs et couvains confondus, et 22 000 abeilles. Il y a eu une période de mauvais temps. Elles avaient déjà commencé dans la hausse. Et donc, heureusement, parce qu'elles avaient de la nourriture. Quand on voit le miel dans le corps, on voit qu'il y a très peu, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de couvains qu'il n'y a pas de place pour le miel dans le corps. Voilà. Et la colonie est arrivée jusqu'à 55 000 abeilles à naître, c'est-à-dire il y avait 10 cadres complets. D'accord? Malgré la période de mauvais temps, dès qu'il y a eu, dès la sortie de mauvais temps, une montée en flèche de la récolte, et je suis monté pour cette ruche-là à 63 kilos. D'accord? J'insiste que j'ai fait aussi ce qui est très courant actuellement, très connu comme biotechnique pour lutter contre le varroa, j'ai supprimé le couvain de mâle. Et j'ai supprimé le couvain de mâle sur un demi-cadre tous les 21 jours, tant que j'ai pu, le plus longtemps possible. Et donc, grâce à la suppression du premier cadre de couvain à la sortie et la suppression du couvain de mâle jusque pour la plus longue à avoir du mal, c'était c'est le début août. Hein. J'enlevais les hausses pour aller prendre dans le corps le couvain de mâle et le supprimer. Et ben, à la fin août, j'avais moins de 3% pour les 4 ruches dans le couvain. Et donc, j'avais, sans traiter, en faisant ces deux méthodes, j'ai réussi à lutter contre le varroa. Donc, je ne vais pas répéter, le bilan est très, très positif hein, sur ces 4 ruches, mais moi, je n'avais pas de témoin. Je me suis dit, de toute façon, je ne fais pas de témoin. J'en ai marre de perdre des colonies. Je mets tout dans la cave et puis on verra bien. Et j'ai eu raison. Je veux rajouter une chose importante. Pendant la mise en cave ou la mise en hivernage, il n'y a pas de ponte. Je l'ai vérifié même en visitant une ruchette, en la réchauffant dans une pièce noire à 22 degrés pendant 5 heures. Je l'ai visité à la lampe infrarouge et je peux vous garantir qu'il n'y avait pas d'un seul brin de courant. Et donc, ce qui est intéressant pour quelqu'un qui veut traiter, c'est on peut utiliser cette méthode pour traiter à l'acide oxalique sans couvain. On rentre les abeilles en mode hivernage artificiel. On attend 21 jours que tout le couvain qui restait soit né, soit sorti, qu'il n'y ait plus du tout un couvain perculé. On fait une sortie et on traite à l'acide oxalique. Et là, tous les apiculteurs de l'expérimentation qui ont fait ça, ils ont tous mis super pour lutter contre le varroa, la méthode. Voilà. Donc, ça a tellement bien marché que je me suis dit, ben, je vais relancer l'expérimentation au niveau national. Donc, j'avais été publié mon étude préliminaire dans les 3 grosses revues apicoles de l'UNAF, de l'autre syndicat, enfin, abeilles et fleurs, tout ça, et dans la santé des abeilles. Et du coup, j'ai eu beaucoup de gens intéressés pour essayer de suivre la colonie, l'expérimentation. Est-ce que vous voulez faire une petite pause? Vous avez quelques questions ou bien je continue? Il y a quelqu'un qui vous a mis une question sur le chat? Non? Donc j'ai été assez clair peut-être. Je continue alors? Alors, oui, est-ce que vous m'entendez? J'ai réactivé mon son. Oui, je pense que vous pouvez continuer. Ça fait seulement un quart d'heure qu'on est sur la présentation. C'est très intéressant. Vous pouvez continuer, oui. D'accord. Allez-y. Merci. Alors, donc on a basé. Donc je me suis fait aider. Je me suis dit,
moi, ça faisait 4 ans que j'avais plus fait de bioinformatique. Et je me suis dit, pour faire les programmes, je vais mettre 3 jours, alors que j'ai un copain qui m'avait aidé dans ma formation, qui travaille encore en bioinformaticien. Et je lui ai demandé tout de suite s'il s'il était d'accord pour m'aider pour faire des programmes. Il m'a dit oui de suite. Donc, à deux, on a réussi à faire des programmes assez rapidement. Et je me suis fait aider aussi par une statisticienne qui m'a aidé je vous expliquerai après son rôle là-dedans. Et j'ai 2 autres amis biologistes qui était docteur en biologie, qui a travaillé en expérimentation animale pour vérifier que mon protocole était crédible et qu'on n'allait pas au mur, qu'on pouvait avoir des résultats qui sortaient intéressants. Voilà. Donc, le principe de l'expérimentation, vous avez eu le temps de le lire, j'imagine. Donc, voir l'effet sur la mortalité des abeilles, sur le taux d'infestation du roi, sur la vitalité des abeilles, et voir si en final, la vitalité des abeilles va jusqu'à la récolte du miel, donc sur toute la saison. Alors, je vous ai parlé de la mise en cave. En fait, la première année, j'avais essayé d'attirer d'autres agriculteurs avec moi pour essayer de faire que je ne sois pas seul dans mon coin avec ma cave. Et donc, j'avais fait pas mal de trucs sur Internet. Et la plupart des gens me disent, faites ton expérience et puis on verra l'année prochaine. Bon, bref. Mais par contre, il y avait François Moreau, qui écrit dans l'Abeille de France, je crois, il fait la rubrique du néophyte, je crois, qui m'appelle et il me dit, monsieur, c'est très intéressant, ce que vous proposez. J'avais le même raisonnement, mais j'ai pas de cave, comment je peux faire? Alors on discute tous les deux, puis on se dit, bah, c'est simple, on va essayer un truc complètement fou. Vous retournez vos ruches à 280 degrés, vous le mettez vers le nord, l'entrée vers le nord, pour protéger du soleil pour que le soleil ne réchauffe pas. Et en plus, je vous propose de mettre une occultation de façon à ce que la luminosité ne rentre pas dans la ruche. Comme un essaim sauvage qui est dans un mur au nord, avec une toute petite entrée. Et comme ça, on diminue toute velléité des abeilles à vouloir sortir. Elles ne sont pas réchauffées, elles ne sont pas attirées dehors par le soleil. Donc, il suffit de tourner sa ruche vers le nord, c'est très facile à faire. La plupart des apiculteurs qui ont fait dans l'expérimentation ont fait ce choix-là. On peut faire des trucs très simples, par exemple, comme là, j'ai mis simplement, ça c'est mes ruches qui sont encore cet après-midi dans le rucher, je vais les mettre en cave ce soir. Donc, vous voyez, il suffit de prendre une palette, une vieille nappe blanche, vous mettez le côté blanc du côté du soleil, ça réfléchit la lumière et la chaleur, et vous mettez l'occultation. Donc, c'est fait c'est très rapide à faire. La deuxième chose, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer un technicien qui a travaillé dans l'expérimentation InnovAPI. Et j'ai été invité à voir les résultats de cette expérimentation. Et là, ça m'a fait tilt. Ils ont, à un moment donné, l'expérimentation InnovAPI qui a été sur 300 ruches, sur des ruchers italiens et français, c'était une expérimentation pour comparer l'action de la mitrase versus l'engagement de la reine et l'acide oxalique et la suppression du gouvernement. Donc, ils ont déterminé, en fait, au bout de l'expérimentation, que c'était similaire, on pouvait remplacer largement la mitrase en faisant cette technique-là. Mais, à un moment donné, ils ont dit, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a eu un rucher qui avait beaucoup moins de varroa et plus de récoltes sur les 3 ans successivement. Et ce rucher était au nord. Il ne voyait pas le soleil du tout. Donc, je me suis dit, c'était déjà prouvé par eux, en fait, qu'il y avait un plus à mettre les abeilles protégées du froid. Ils l'avaient déjà prouvé, en fait. Donc, je me suis dit, je vais ajouter, pour les professionnels, c'est plus facile. S'ils ont des ruches sur palette, ils mettent ça dans un rucher au nord, ils mettent une operculation pour protéger du froid, et on va voir ce que ça donne. Donc, il y avait évidemment aussi la ruche mise en cave, comme je l'ai dit. Alors, très important, j'insiste absolument là-dessus, je vais le répéter plusieurs fois, si jamais les gens écoutent cette vidéo, il faut que si vous mettez vos ruches en cave, il faut que l'obscurité soit totale, qu'elle fasse moins de 10 degrés. Si elle monte à 12 degrés pendant 2 heures l'après-midi, c'est pas grave. Et surtout, il faut laisser l'entrée ouverte. J'expliquerai plus tard, peut-être dans la discussion, si on a du temps. Alors, pour participer, c'était ouvert à tout apiculteur hein, qui traite ou pas contre le varroa, qui soit en bio, conventionnel, quel que soit le mode de ruche. Hein. Alors, le protocole donc qu'on a fait à partir d'octobre l'année dernière, c'était surveiller le poids, le varroa, évaluer les colonies, regarder la récolte, regarder la mortalité
surveiller l'essaimage, parce qu'une ruche qui était dans l'expérimentation, qui essaime au printemps, elle ne peut plus faire partie de l'expérimentation, puisqu'on a perdu la reine, on a perdu les couvains pendant un mois, donc voilà, etc. Il y avait juste une visite d'automne à faire en octobre pour choisir les colonies qu'on allait les mettre, comme ruche essai ou témoin. Ruche essai, une ruche essai, c'est une ruche qui a été mise en hivernage artificiel, c'est-à-dire soit au nord, soit en cave, soit à l'entrée au nord. Hein. Au printemps, on faisait un bilan de la mortalité sur les ruches témoins et les ruches essais. On faisait une première visite en avril, où la majorité des apiculteurs auraient déjà fait au moins une première visite. Et après, si possible, une visite en juin, une visite en août, et avec un bilan final en septembre. Ce qui était important, parce qu'on m'a dit évidemment, mais vous ne pouvez pas comparer des ruches qui sont dans le Doubs, c'est des ruches qui sont en Côte d'Azur. J'ai dit, si, c'est pas ça qu'on regarde. En fait, on va comparer des ruches qui sont au même endroit, traitées de la même manière par le même apiculteur, qui seront soit en hivernage artificiel, soit laissées au soleil, dirigées vers le soleil, sur le versant sud, et pas occultées. Et donc, on va faire une comparaison sur des paires de ruches homologues qui sont indépendamment de la situation dans toute la France. Ça n'avait pas d'importance. Qu'elles soient ruches, petites ou ruches, il fallait qu'elles soient similaires, c'est-à-dire si vous avez une ruchette avec 5 cadres, il fallait que votre ruche témoin soit une ruchette avec 5 cadres, tout simplement. Donc, au niveau des résultats, on comptait faire des statistiques sur l'ensemble de ces paires. Malheureusement, vous allez comprendre pourquoi. Il y a eu très peu de témoins homologues, mais il y a eu quand même, dans la globalité, suffisamment de ruches pour avoir des résultats pertinents sur l'ensemble des ruches. Alors, j'ai monté des fichiers questionnaires sous format Excel, verrouillés, c'est-à-dire on pouvait accéder qu'à certaines cases pour répondre. On avait des tranches de chiffres pour répondre, etc. J'avais été aidé par Mouna, qui est la statisticienne, pour construire ces fichiers. Et ensuite, de ces fichiers questionnaires, il y avait le fichier d'inscription et le fichier de données. On a écrit des programmes avec Tanguy. Et ça permettait d'extraire toutes les données du fichier, des fichiers Excel à un tableau récapitulatif sur lequel c'était facile de faire des moyennes, etc. Alors, sur l'expérimentation, elle a duré donc d'octobre à août 2022. Il y a eu, au final, 30 apiculteurs sur lesquels on a eu des résultats en avril. Ces 30 apiculteurs avaient entre 1 et 130 ruches pour le plus fort. Il y avait 4 apiculteurs professionnels qui sont venus. Il y avait 617 ruches au total. J'ai mis en rouge parce que vous allez voir comprendre pourquoi. En fait, sur ces 617 ruches, en avril, il y a eu de la mortalité importante, comme on pouvait s'attendre, due au varroa. C'est-à-dire que les ruches trop infestées et ne peuvent pas être sauvées si on les met en cave. Ou si on les met en élevage artificiel. Une ruche qui n'est pas trop infestée, on va la sauver et même on va faire du bien par rapport au varroa, mais une ruche trop infestée, elle est condamnée de toute façon. Donc il y a eu 12% d'abeilles mortes que j'ai dû extraire des chiffres qui m'ont suivi. Ensuite, il y a eu 17 ruches qui sont mortes simplement parce qu'elles étaient orphelines. Donc là, c'est pareil, c'est pas mettant en cave, vous allez faire renaître une reine. Hein. Donc, j'ai dû extraire une partie des ruches pour pouvoir discuter de ce qui n'était pas mort du varroa ou de l'orphelinat. L'échantillon j'étais content parce que quand j'ai fait la carte de France, je me suis aperçu que c'était réparti dans toute la France. Donc, comme j'avais été publié dans les revues agricoles, j'ai été publié dans le Chasseur français. Je n'avais rien demandé et ils ont publié le truc. J'avais été pris un petit film sur FR3 qui avait fait un tabac. J'ai eu beaucoup d'appels depuis. Et du coup, j'ai eu des ruchers de toute la France, aussi bien en latitude qu'en altitude. Donc, c'est un bon échantillon pour voir ce que donne cette hypothèse d'hivernage artificiel sur toute la France. Et en plus, les ruchers allaient de 2 à 1000 mètres d'altitude.
Au niveau de la durée de l'hivernage choisie, j'avais prescrit de faire 70 jours de façon à ce que toutes les ruches soient traitées de la même manière. En fait, il y avait eu des retardataires, donc ils sont rentrés plus tard, donc ils ont fait que 45 jours, et des personnes qui étaient dans le Jura, dont un professionnel qui avait 130 ruches au départ, et donc lui, il m'a dit non, moi je suis dans le Jura, de toute façon, j'ai pas de mielé qui va commencer. Moi j'ai 5 mois où j'ai pas de mielé du tout. Donc ça sert à rien de ressortir plus tôt. Et donc ça a été donc jusqu'à 5 mois, comme au Canada. Il y avait donc au total 243 ruches essais et 280 témoins, c'est-à-dire pas forcément homologues, c'est-à-dire des ruches qui étaient restées en rucher au sud, en versant sud, non protégées du soleil et l'entrée normale, pas occultée. Donc il y avait 30 ruches au cave, il y en avait plus au départ, mais je comprends pourquoi il y en a eu plus que 30 au départ. À la fin, il y avait 12 apiculteurs sur lesquels il y avait 6 témoins homologues. Malheureusement, je les ai perdus au printemps. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc j'avais plus au total en printemps de ruches avec témoins homologues, malheureusement. Il y a eu 158 ruches qui ont été tournées, entrées vers le nord, donc tournées à 180 degrés. Et il y a eu 55 ruches, dont 3 professionnels qui ont mis leur ruche carrément en versant nord. Comme j'avais dit, comme je le doutais, pour eux, c'était le plus simple. Alors, le problème, c'est qu'il a fait froid cet hiver. Et donc, je commençais à me dire, s'il fait froid, les ruches à l'extérieur vont bénéficier du froid. Et donc, on verra peut-être pas trop de différence entre les ruches mises en hivernage artificiel et les ruches témoins. Et donc, moi, sur mon rucher, l'année précédente, j'ai eu 47 jours au-dessus de 12 degrés sur mes 4 ruches test. Et cette année, il n'y a eu que 30 jours au-dessus de 12 degrés. Donc, il a fait beaucoup plus froid. Donc, c'était mieux pour l'ensemble des colonies, je dirais, au niveau de la France. Donc, j'ai mis juste quelques exemples. Donc, évidemment, on avait, pour les Pyrénées orientales, 57 jours à 70 degrés, à 70, sur 70 à plus de 12 degrés. Et en Haute-Savoie, il y a eu un seul jour sur 70 à plus de 12 degrés. Mais en Haute-Savoie, on a eu des résultats quand même significatifs, mais par quelque chose que je n'avais pas anticipé, que j'aurais pu anticiper, mais on garde le suspense pour tout à l'heure. La première question, c'était est-ce qu'il risque d'avoir vraiment de la mosaïque? Je ne vais pas entraîner les agriculteurs dans une galère, qu'il va y avoir trop de ruches mortes. Et ben non. En fait, comme il a fait froid, il y a beaucoup d'apiculteurs qui n'ont pas sorti les ruches. Ça sortait, je l'avais dit, s'il n'y a pas une belle journée, c'est pas la peine de sortir vos ruches. Si vous sortez les ruches, il fait 10 degrés dehors, elles ne sortiront pas plus, autant les laisser dans la cave, hein, c'est pas la peine. Et donc, il y a eu un apiculteur qui a gardé qui avait mal au dos, qui avait mis ses ruches en cave. Il les a gardées 104 jours sans les sortir. Il m'a dit les Canadiens ne les sortent pas, moi non plus. Et il a eu raison, il n'a eu aucun problème de nuisements et ces ruches sont parties du feu de Dieu à la sortie. Il y a eu juste une seule ruche morte de nosémose en totalité. C'était une ruche dans un rucher de 17 ruches. Et il n'y a qu'une seule ruche qui est morte de nosémose. Alors j'ai expliqué à l'apiculteur, mais expliquez-moi quand même. Il m'a dit, je sais pourquoi. Cette ruche-là était, je crois que c'était près d'une source ou je sais pas, sous les pins ou je ne sais pas. Il ne m'a pas dit exactement, il m'a dit c'est parce que l'environnement était mauvais, je n'aurais jamais dû la mettre là. Voilà. Donc on peut, si quelqu'un veut faire l'expérimentation et mettre les ruches en cave, on peut ne pas sortir du tout les ruches de la cave. Je préconise quand même de les sortir une fois pour traiter l'acide oxalique éventuellement, ou pour pousser à la ponte pour avoir un premier cadre de couvain à supprimer éventuellement. J'expliquerai en détail après pourquoi. Alors là, il y avait la majorité des apiculteurs étaient des petits apiculteurs. Ils avaient entre 0 et 10 ruches. Les 3/4 m'ont dit, je crois à votre truc, je suis sûr que ça va marcher, je ne fais pas de témoin, j'en ai marre de perdre des communes. Bon, je dis, bon, très bien, bravo, vous avez raison, je suis sûr que ça va marcher, mais bon, j'avais de moins en moins de témoins homologues du coup. Hein. Bon. Et donc, je me suis dit, bon,
qu'est-ce qui va pouvoir sortir? Et là, j'ai été extrêmement étonné quand j'ai eu tous les résultats en avril des mortalités, des causes de mortalité, et j'ai fait mes additions, et là, bingo. 2 ruches mortes sur 243 ruches essais. 2 ruches mortes, dont une qui était de nos émos, qui n'aurait jamais dû mourir. D'accord? Ça rejoignait mon expérimentation préliminaire. Ruche pas mis en cave en 2019, tout était mort. Et 4 ruches mis en cave en 2020, tout était vivant. Et sur les ruches témoins, c'est-à-dire toutes les ruches qui étaient restées en versant sud, 20 ruches mortes. 7%. 10 fois plus de mortalité, hormis les ruches mortes du Barrois et de l'orphelinage, sur les ruches. Donc, ça corroborait tellement, c'était trop beau. Alors, je me suis dit, c'est pas possible. Je vérifie tous mes chiffres. En fait, ils sont crédibles. Pourquoi? Parce que la majorité des ruches essais sont des ruches qui n'ont pas été choisies. Ils ont mis toutes leurs ruches en cave. La majorité ont été, ils ont mis leurs ruches faibles, fortes ou pas, ils les ont mis en cave. Il n'y a pas eu un choix de ruches fortes qu'on met en hiver artificiel. Non. En plus, si on regarde juste au niveau des témoins homologues, on retrouve le même chiffre. Il y a 2 ruches mortes sur les témoins homologues qui sont mortes, c'est-à-dire presque 7 à 8%. Donc ça corrobore. Il n'y a pas eu 17 ruches qui sont mortes sur le même apiculteur d'une maladie. Non, c'est une ruche par-ci, une ruche par-là. Donc ce chiffre est crédible. Et j'en suis très fier d'ailleurs. Alors, pour rentrer un peu dans les détails au niveau de la ruche en cave, alors je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, il y avait plus d'apiculteurs qui étaient en ruche en cave. Il y avait 7 apiculteurs de plus, il y avait 40 ruches en plus au total. Mais ils n'ont pas suivi le protocole. Je leur avais dit surtout, j'avais mis en rouge partout, attention, obscurité complète, température en moins de 10 degrés et ruche fermée. Et ben, il y en a qui se sont dit, bon, ça va passer. Ils ont essayé quand même. Et il y a eu de la mortalité. Certains ont dû sortir des ruches parce que il y en a un qui a dit, je ne comprends pas pourquoi on ne ferme pas les ruches. Je vais les fermer. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne les fermait pas. Et il a eu ce que j'avais essayé, moi. Et ben, il a eu les abeilles qui se mettent à vombrir, elles se stressent. Et il a perdu des colonies parce qu'elles se sont étouffées. Il n'a pas réagi à temps, il ne les a pas sortis à temps. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment par rapport à la mise en cave, attention de suivre les protocoles. Par contre, tous ceux qui ont mis les 30 ruches, les 12 apiculteurs qui ont mis les 30 ruches qui étaient là, excusez-moi, ils ont dit que c'était incroyable la vitalité des abeilles. Si vous allez sur le site de rucher de Cantegril, pardon, je vous encourage à regarder les vidéos à la 5e sortie sur les ruches tests. Vous allez voir, c'est extraordinaire. J'ai fait d'ailleurs une découverte scientifique sans le vouloir. Par cette sortie-là, j'ai prouvé que les abeilles noires avaient jusqu'à 35 jours de mémoire d'un endroit où elles sont sorties. 35 jours après, elles s'en reviennent au même endroit. Et donc, quand on dit que mettre les ruches en cave pendant 3 jours suffit pour qu'elles perdent la mémoire de leur truc, c'est absolument faux. Et pour les autres ruches, les autres variétés, c'est-à-dire j'avais une Buckfast et des italiennes, au bout d'une semaine, elles ne retournaient pas. Mais les abeilles noires, elles avaient jusqu'à 35 jours. Alors, je vous dis, je n'ai pas de témoin homologue, donc je n'ai pas de chiffre précis. Les témoins homologues, en fait, les seules ruches qui avaient témoin homologue, c'était les 2 mêmes ruchers. Je en reparlerai tout à l'heure. Il y avait 2 ruchers, il y a de 2 et 4 ruches dans un endroit différent. Ces abeilles, les apiculteurs étaient hyper heureux, ils avaient sauvé toutes leurs colonies, et ces abeilles sont mortes d'intoxication par les désherbants. Et donc, j'ai perdu les seuls témoins homologues. C'est le plus gros perdant, c'était les apiculteurs quand même. Voilà. Par contre, j'avais fait un questionnaire pour l'évaluation, comment les apiculteurs, en fonction de leur habitude, leur connaissance, ce qu'ils avaient fait les années précédentes,
comment ils jugeaient la méthode. Ben, tous sont convaincus, tous recommenceront. Il y en a juste un qui avait été pas convaincu du tout par rapport à la mentalité des colonies. Donc lui il restait encore deux riches avec témoins homologues. Lui, il avait des témoins homologues. Il y en avait une paire qui n'était pas bonne, tout simplement, j'avais pas fait attention, sinon je l'aurais pas laissé dans l'expérimentation. Les reines n'étaient pas du même âge, ils connaissaient pas les reines. Donc là, c'est un biais qu'on ne peut pas, s'il y en a une reine d'un côté qui est de l'année et de l'autre côté une reine qui a 3 ans, on ne peut pas du tout utiliser ça comme un truc. Donc il y a déjà une paire qui ne comptait pas. La deuxième paire était crédible, les reines étaient de la même année, les colonies étaient puissantes et la ruche restée à l'extérieur a eu un meilleur redémarrage. Mais j'ai poussé en détail la réflexion et je me suis aperçu qu'en fait, il a sorti sa ruche de la cave trop tard. C'est-à-dire qu'il aurait dû sortir au moins 15 jours, 3 semaines avant. La ruche extérieure était dehors. Elle a profité du premier rayon de soleil, elle a commencé à bâtir et faire du couvain. Et la ruche en cave avait pris du retard parce qu'il les a sortis trop tard. Il faut, quand on met en hivernage artificiel, sortir les ruches artificielles au moins 15 jours avant les premières mêlées. Sinon, il faut les pousser un peu à la ponte. Et sinon, vous prenez du retard et c'est pas bon pour la suite. Par rapport à la lutte contre le varroa, la majorité traitait contre le varroa plutôt 2 fois qu'une, et donc ils ne pouvaient pas conclure quoi que ce soit. Il y a beaucoup qui étaient sans avis, tout simplement ils ne pouvaient rien conclure puisqu'ils avaient tellement traité qu'on ne pouvait pas avoir d'effet bénéfique ou pas. Donc il y avait 158 ruches entrées au nord, 17 apiculteurs. La crainte était, pour la majorité qui m'appelait, disait, mais est-ce que si je retourne en une journée, est-ce que ça va pas, il y a des abeilles qui vont se perdre, tout ça. Et donc, je dis non, moi, j'avais fait le test plusieurs fois, et je peux vous garantir qu'il n'y a pas de souci, les abeilles retrouvent l'entrée facilement. Il y a eu, donc, sur ces 158 ruches, il n'y a pratiquement pas eu de perte d'abeilles. Il y a eu sur un rucher, sur deux ruches au nord, la personne a eu quelques abeilles qui ne sont pas retrouvées la ruche, l'entrée. Et en le questionnant, je me suis aperçu qu'en fait, il avait fait le contraire de ce qu'il fallait. C'était de ma faute parce que je n'avais pas préconisé ça alors que je le savais. Il faut tourner la ruche. Si vous tournez les ruches vers le nord, entrer vers le nord à 180 degrés, il faut la tourner un jour de beau temps, de façon que la chaleur, les abeilles ne se refroidissent pas et le temps de retrouver l'entrée qui a été placée à 180 degrés. Donc, il faut, et le plus simple, c'est de tourner la ruche sans occulter l'entrée, sans la protéger du soleil le premier jour. Et à la nuit, vous occultez l'entrée et vous la protégez du soleil. Comme ça, les abeilles restent au chaud, éclairées par le soleil. Elles ne sont pas trop perturbées par le cache et donc elles retrouvent facilement. J'ai fait des vidéos. On voit dès qu'une abeille retrouve l'entrée, elle sait que ça apporte problème aux autres et elle s'appelle. Elles se mettent à appeler. Dès qu'elles se mettent à appeler, ça va vite. Hein. Donc, on ne perd pas de ruche. Alors, évidemment, comme l'hiver a été assez froid, il y a eu moins de différence pour les ruches entrées au nord que les ruches laissées au soleil. Mais, quand même, j'ai eu quelques résultats chiffrés, donc un très intéressant. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de témoins. Mais dans le Var, il avait pris les températures, comme j'avais préconisé, sur la ruche entrée au nord, cachée du soleil. Donc, il mettait un thermomètre sur la ruche entrée au nord. Et il avait sur son témoin une ruche, un thermomètre au soleil. Quoi. Voilà. Donc, il y a eu quand même 15 jours de moins au-dessus de 10 degrés. Donc, les abeilles entrées au nord sont moins sorties. Parce que non seulement il y a eu 15 jours de 12 degrés, mais en plus, le fait de protéger la ruche du soleil et d'occulter fait que, malgré tout, même s'il y a une température au-dessus de 12 degrés, les abeilles de la ruche mi-entrée au nord vont moins sortir et moins longtemps il y en aura moins qui vont sortir et moins longtemps pendant la journée. Donc, il y a un bénéfice de toute façon, même dans un cas comme cette année où l'hiver était froid.
Et lui, il me dit, je ne comprends pas, 35% de population en plus sur ma ruche par rapport à son témoin. Il avait d'autres témoins, mais ils n'étaient pas homologues, et il avait à peu près les mêmes résultats. Donc, par contre, dans le Cher, un apiculteur, lui, il avait fait les colévales et tout ça, il ne voyait pas vraiment de différence. Mais dans le Cher, il a fait aussi, c'est souvent très couvert, donc c'est pas le soleil qui réchauffe, si la température est haute, eh ben, les abeilles, qu'elles soient protégées du soleil ou non, ben, elles sortent quand même, quoi. Par contre, et c'est là que j'ai été extrêmement surpris, c'est que pour les ruchers qui s'étaient le plus au froid possible, il y a eu beaucoup de neige cette année, donc 2 ruchers, dont un avec témoin, homologue, et ben, il y a eu un bénéfice incroyable. La neige fait une réverbération, très importante. Dès qu'il y a le moindre rayon de soleil, ça éclaire l'intérieur de la ruche. Et il me disait, les ruches témoins, laissées tourner vers le sud, sortaient, à partir de 8 degrés, elles sortaient. Mais il les voyait mourir sur la neige un peu plus loin. Et donc, alors que les abeilles les ruches tournaient au nord, les abeilles ne sortaient absolument pas. Et donc là, il y a eu beaucoup plus de couvains en avril sur les ruches essais, c'est-à-dire mis au nord, entrée au nord, que sur les ruches témoins. Et donc là, on ne voit pas, parce que je ne sais pas comment on fait, on enlever ça. Voilà, simplement. Donc dans le Jura, il y avait un apiculteur professionnel, il avait 130 ruches. Il m'a dit, je crois à votre truc, je mets tout entrée au nord ou tout au nord. J'ai dit, attendez, s'il vous plaît, faites-moi 5 témoins. Il a accepté, il m'a fait 5 témoins. Et il avait bien fait parce que là, il a constaté qu'il avait jusqu'à 20% de couvains en plus et de population en plus sur ces ruches qui étaient par rapport aux témoins, sur les ruches qui étaient entrées au nord. Ah, voilà. Donc là, la majorité des apiculteurs sont convaincus, hein, quand même, mais il y en a c'est un peu moins flagrant que pour les ruches en cave. Pour les ruches en cave ou pour les ruches au nord, tous vont recommencer cet hiver à mettre les ruches en élevage artificiel et certains sur la totalité de leur ruche. Alors, pour les ruchers en versant nord, donc il y avait 4 apiculteurs, dont 3 professionnels, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ruches pour peu d'apiculteurs. Le même apiculteur avait les mêmes témoins et il a eu le même constat. Le fait des arabies enruchées au nord, ça allait beaucoup mieux pour lui. Et là, alors là, les 4 sont complètement convaincus, sauf un peut-être pour la lutte contre le varroa, parce comme ils ont traité tous les 4, bon, voilà. Je vais très rapidement passer sur la mortalité due au varroa, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, les 12%. Parce que c'est quand même intéressant, parce que ça confirme ce qui se voit en général au niveau national, au niveau des stats, donc c'est qui confirme à peu près que mon échantillon est valide. Mais on a des choses en plus qui étaient dues à ce qui s'est passé pour les apiculteurs. Donc, sans traitement chimique ni biotechnique, si on ne fait pas l'encagement de la reine, si on ne s'occupe pas du varroa, il n'y a pas de souci. C'est là qu'on a le plus de morts, malheureusement, c'est confirmé. Avec le thymol, il y avait il y a peu d'apiculteurs sur l'ensemble qui ont utilisé le thymol. Il n'y a aucune de ruche morte. Mais bon, il faut savoir qu'en principe, on dit que le thymol a une efficacité 80%. Mais ça ne veut pas dire que la ruche va mourir à cause des 20% qui n'ont pas été tués des varrois. Ça veut dire que ça lutte contre le varroa, mais à 80%. Les traitements double acide oxalique et thymol ont bien marché sur des ruches. Bon, c'était trop petit échantillonnage pour parler. Par contre, l'acide formique utilisé seul et l'acide oxalique utilisé seul, j'ai constaté beaucoup de mortalité, et notamment sur des ruches, sur des gros ruchers. Donc les plus gros ruchers qui ont eu c'était les professionnels justement,
Et donc, le problème, c'est qu'ils traitaient soit à l'acide formique, soit à l'acide oxalique, seuls depuis 5 ans. Tous les deux qui ont eu donc sur 120 ruches, beaucoup de mortalité, une vingtaine, on va dire, dû au varroa, ils m'ont dit, chaque année, je voyais de plus en plus de morts du varroa. Mais je dis, ne cherchez pas, vous avez créé une résistance sur votre rucher du varroa à l'acide oxalique ou à l'acide formique. Et tous les insectes sont capables génétiquement de muter et de devenir résistants. Et le varroa, on l'a vu avec le tufcovanate et d'autres produits, très rapidement le varroa est devenu résistant et on a dû abandonner ces produits. Donc surtout, il faut varier toujours vos produits que vous utilisez contre le varroa et en mettre plusieurs à la fois si possible. Pas à la fois, mais successivement. La mitrase, sur l'échantillon, il n'y a aucune ruche qui est morte. Donc, la mitrase reste quand même, si on n'utilise que ça, le meilleur, a priori, produit. Mais actuellement, il y a vraiment une apparition de résistance à la mitrase. Le GDSA 31 nous avait fait une communication là-dessus. Il y a une apicultrice qui était en expérimentation, qui avait traité contre le varroa à la mitrase avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les je ne sais pas combien de temps les dernières, elle les a renouvelées même pendant l'hiver. Et elle a eu un taux de varroa au printemps très fort. Les ruches n'en sont pas mortes, mais déjà elle était mal partie au printemps. Donc la mitrase non plus, de toute façon, à long terme, ne marchera pas. C'est pour ça que je tente d'autres essais, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et même sur des ruchers qui ont été traités à l'acide oxalique, à la mitrase, pendant plusieurs années, mais qu'à ces deux produits, il y a eu quand même de la mortalité. Mais la mortalité peut venir au fait qu'après traitement, le varroa n'est pas complètement détruit. La chaleur de l'hiver étant là, le varroa recommence à se multiplier. Donc, à la mi-avril, pour moi, déjà, on avait un excellent résultat. Sur la globalité, il y avait beaucoup moins de ruches mortes sur les ruches essais. Donc, ça, je viens de dire, je ne vais pas le répéter. Alors, à la fin août, non seulement les apiculteurs n'avaient pas été mon homologue, mais la plupart m'ont dit, tous ceux qui ont... J'ai réussi, ça a tellement bien marché, je vais remonter mon cheptel, je ne vais pas aller jusqu'à la récolte, je vais diviser mes ruches. Donc, il y avait un apiculteur qui n'avait jamais fait de récolte, qui, depuis 5 ans, il est en Loire. Depuis 5 ans qu'il avait des ruches, il n'avait jamais fait de récolte. Cette année, il en a fait une. Il m'a dit, il n'y a pas photo, je continue. Donc, j'ai eu le retour de 26 apiculteurs sur les 30, en fait, à la fin. En fait, il y en a 2 qui n'ont pas continué, évidemment, puisque les ruches étaient mortes en avril. C'est ceux qui étaient, dont je vous ai parlé tout à l'heure, intoxiqués par les désherbants. Depuis avril, il y a eu 10 ruches qui sont mortes. Et donc 10 étaient orphelines, donc il n'y avait rien à faire. 2 qui étaient mortes de froid. Un apiculteur, justement, qui avait mis en cave 2 ruchettes. Il était très content, c'était un endroit où il faisait froid. Il les a sortis début avril, donc très tardivement, malgré tout. Et au 15 avril, il a eu moins 15, 2 jours, et ces 2 ruches sont mortes. Et après, il y a les 6 intoxications dont je vous ai parlé. Donc, il y a eu 136 ruches qui sont sorties d'expérimentation parce que divisées par les apiculteurs. Et il y a eu 14 ruches qui ont essaimé spontanément. Ça, quand une ruche est partie, essaimée, bon, ben là, elle sortait d'expérimentation. Mais, et ça, jusqu'au dernier moment, je ne savais pas ce qu'on pouvait avoir comme résultat. Il y a eu en fait 51 ruches qui ont été jusqu'à la récolte. Sur ces 51 ruches, il n'y en avait que 31 qui avaient des témoins crédibles, cohérents à une partie homologue. Sur 28 ruches de ces 31 ruches, 17 étant au nord et 11 en entrée au nord, 4 apiculteurs déclarent avoir une meilleure récolte de 30 à 50%. Ce qui est, je m'en doutais, puisque moi j'avais eu 60 kilos par ruche, ce que je n'ai jamais fait depuis 10 ans.
J'avais jamais eu 60 kilos de par ruche depuis 10 ans, même sur une très forte colonie que j'ai eue les années précédentes. Jamais j'avais fait une telle récolte. Donc je me disais, la vitalité apportée par l'hivernage artificiel perdure jusqu'à toute l'année en fait. Et là, ça s'est confirmé sur le peu de ruches qu'on a peu, enfin c'est quand même 30, c'est pas rien, c'est pas quand même, c'est pas 4 ruches sur des mois. Et après, il y a eu 2 apiculteurs qui avaient sur 3 ruches qui n'ont pas eu de récolte plus importante, mais un des 2 n'a pas eu de récolte du tout, ni sur les ruches essais, ni sur les ruches témoins. Donc de toute façon, lui, c'était sec de ses secs, il était à côté de Toulon, je crois, et donc lui, il n'a pas eu de récolte du tout. De toute façon, il n'y avait rien à faire. Pour les autres ruches, les apiculteurs qui ont mené les autres 20 ruches jusqu'au bout sont tous contents, dont celui dont je vous ai parlé là tout à l'heure, qui n'avait jamais fait de récolte. Et aussi, en regardant par rapport aux années précédentes, par rapport à leurs voisins, ils étaient contents de leur récolte, quoi. Donc, ça confirme l'expérimentation au niveau de participative sur ces 600 ruches au total confirme ce qui s'est passé dans l'expérimentation préliminaire. Il y a un bien fait de mettre les abeilles au froid l'hiver. Ça leur assure une vitalité extraordinaire. Elles gardent leur graisse, elles ressortent avec une puissance. Il faut voir les abeilles, c'est incroyable. La puissance qu'elles ont, c'est incroyable. Et ça semble perdurer jusqu'à la récolte, puisque sur au moins 30 ruches, ça a été prouvé. Voilà. Par contre, sur le varroa, il y a très peu d'apiculteurs qui n'avaient pas traité. Ceux qui avaient traité, il y en a 2 qui ont fait exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire supprimer les premiers cadres de couvain et supprimer les couvains de mâle. Ils ont dit, il n'y a pas photo, ça marche. Voilà. Évidemment, on recommence cette année parce que ce serait bien d'aller jusqu'à avoir plus de ruches avec témoins homologues pour faire des statistiques qui sont vraiment probantes. Voilà. Bon, donc voilà, pour les remerciements, je vous laisse le lire. Donc les amis qui m'ont aidé à vérifier les protocoles, à écrire les programmes et tout ça. J'ai eu énormément de contacts avec plein d'apiculteurs, notamment Jean Landais. Et il y a eu au total au moins 120 apiculteurs qui m'ont envoyé des messages ou avec qui j'ai discuté. Et ça a été très enrichissant. Voilà. Il y a aussi Gérard Chiraud, je crois qu'il est là d'ailleurs. Je le remercie pour tous ses conseils. Lui, il pense que la rubis en cave est bonne. Et pour l'entrée au nord, il n'est pas persuadé encore. Mais bon, vu les chiffres, moi, je pense qu'on peut l'être. Mais bon, voilà. Voilà pour la présentation. Bonjour, monsieur. Bonjour, pardon. Merci, monsieur Dumont, excusez-moi. Je pense qu'on va passer aux questions. Je vais réactiver le son de tout le monde parce que j'avais coupé tout le monde, presque tout le monde. Donc, vous pouvez rebrancher vos caméras si vous voulez. Si vous voulez prendre la parole, je vous propose de réactiver aussi voilà, vos caméras, vos micros. Et puis, vous levez la main si vous voulez prendre la parole. Et il y a eu quelques petites questions sur la discussion sur les cris. Donc, pendant que tout le monde se rebranche. Il y a Georges qui a une question, apparemment. Ouais. Alors, vas-y, Georges, on t'écoute. Je remercie M. Xavier pour son expérimentation. J'avais 3 petites questions à poser. La première, quand vous parlez de prévoir une alimentation en eau, est-ce qu'on peut mettre un nourrisseur rond ou carré avec une mini-hausse de 6 cm pour diminuer le poids? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Bien sûr. Déjà, je vais répondre à la première question. Oui, c'est possible. Moi, j'ai fait ça parce que j'avais la ruche les unes au-dessus des autres. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai fait ça pour plusieurs raisons. Pour l'expérimentation, mais pas seulement. Parce que ça permet
de pousser à la pente très facilement sans ouvrir la ruche. Ça permet de donner de l'eau. En fait, je donne de l'eau en permanence à mes abeilles, de l'eau qui vient de source, et non, de façon à ce qu'elles s'habituent à ne plus aller boire à la rivière ou dans les mares où il y a tellement de pesticides que ça leur nuit. Et donc, si je fais ça, c'est pas aussi pour toute l'année leur donner de l'eau à volonté dans la propre ruche, dans leur ruche, de façon qu'elles n'aillent pas boire ailleurs. Voilà. Et ça permet aussi de pousser la plante très facilement. Et par exemple, cette année, j'ai mis, on en parlera après, j'ai mis du pollen et elle mange le pollen pour pousser à la plante directement là-dessus. Je mets pour pousser à la plante sur mon ruche couvre-cadre du sirop 50-50 et du pollen dans ce nourrisseur. Quand il n'y a plus de pollen, que je veux pousser à la plante avant l'hiver, si je veux avoir des abeilles fraîches, pendues, qui sont les qualités d'hivernage avec plus de gras comme on connaît. Voilà, pour la première question. D'accord. La deuxième question, c'est, j'ai remarqué que sous les planchers Nico que vous aviez utilisés, vous avez mis une fermeture, c'est-à-dire la plaque qui nous permet de compter les varrois. Oui. C'était de compter les varrois ou c'était de limiter le passage de l'air? Pour les deux, en fait. J'ai compté les varrois pendant tous les 15 jours dans ma cave. Je ne referai pas cette année, mais j'ai compté les varrois et aussi, ça permettait d'être sûr que de moins d'avoir d'un risque de régnier qui monte dans la ruche, déjà. Et ensuite, avoir moins de froid. Pour moi, ça les protège aussi du froid. Voilà. Donc, c'était pour les deux. D'accord. Et la troisième et la dernière question, quand vous parlez d'isoler les ruches quand elles sont à l'extérieur et tournées vers le nord, est-ce qu'on peut prévoir de coller sur les parois de l'isolant du type styrodure ou alors on va engendrer de la condensation à l'intérieur? Non, alors, c'est une très très bonne question. Il y a un des apiculteurs, celui qui avait 130 ruches, il m'a dit, moi je protège mes abeilles par l'extérieur et je mets 5 cm tout le tour de ma ruche. Et donc, il ne les avait pas protégées du soleil, tout simplement parce que l'isolation de l'extérieur, il avait aussi un truc réfléchissant vers l'extérieur, fait que le soleil ne pouvait pas les réchauffer. Donc, on peut, pour mettre les ruches entrées au nord, simplement les isoler avec 5 cm de styrodure à l'extérieur. Du moment que vous le faites en extérieur, il y a peu de condensation parce que vous avez quand même suffisamment d'air qui circule dans la ruche. Pour moi, c'est pas un problème. Si vous faites, il y a des apiculteurs, il y a une méthode qui consiste actuellement d'isoler par l'intérieur les ruches. Et là, moi, je suis pas convaincu du tout parce que eux-mêmes le disent, on a beaucoup d'eau dans nos ruches. Et donc, du moment qu'il y a de l'eau, pour moi, c'est pas bon. Donc, voilà. Donc, l'isolation extérieure, en tous les cas, pour l'apiculteur, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Par contre, je dirais un détail supplémentaire par rapport à l'hivernage, c'est que ça vaut le coup, comme les abeilles sont en hivernage en grappe, elles ne sortent pas du tout les abeilles mortes. Et donc, les abeilles mortes peuvent colmater, s'il y en a beaucoup, s'il y a 10 000 abeilles, vous allez perdre quand même pas mal d'abeilles, malgré tout. Et donc, elles risquent de colmater l'entrée. Donc, je préconise d'au moins une fois dans l'hiver, très rapidement, de soulever la ruche et de changer le plateau très rapidement, un jour où il ne fait pas trop froid, de façon à éviter ce colmatage de l'entrée par trop d'abeilles mortes. Parce que si vous avez 10 000 abeilles dans une ruche, vous allez en perdre 500 ou 1000, même peut-être 2500. Et donc, si elles restent au fond de la ruche, ça va colmater et c'est pas bon. D'accord. Pour revenir à l'isolant de 5 cm, nous, cet été, puisqu'on a eu de fortes températures, on avait mis une plaque sur le toit de 5 cm pour protéger du soleil. Voilà. Merci. Oui, c'est bien. Oui. Merci. C'est ce que je fais aussi. Je mets un isolant l'été sur le toit. Merci. Laurence, elle a une question. Donc, vas-y, Laurence. Je suis comme Georges, je suis bavarde et j'ai plusieurs questions. D'abord, merci pour votre présentation et je confirme que
votre célébrité est même allée jusqu'en Aquitaine, puisque j'ai lu un article sur votre expérience dans le Sud-Ouest. Ah, je n'étais pas au courant. Très bien. Donc, je me pose une question, enfin, vous y avez déjà répondu par rapport à l'âge des rennes. Dans les essais à parier, les ruches témoins, est-ce qu'il y a des… Est-ce que vous avez les mêmes races d'abeilles dans les deux types de ruches? Est-ce que vous êtes… voilà, on est certain. Et je voulais également savoir si cette expérience avait pu être testée selon le type selon les races d'abeilles. Vous avez parlé tout à l'heure des noires, des italiennes ou des Oui. buckfast. Est-ce qu'il y a une différence sur les trois, sur les résultats? Non, on n'a pas eu assez de chiffres, de résultats chiffrés avec des ruches témoins homologues pour pouvoir voir des différences. C'est pas possible sur trop peu de… Il n'y avait que 25 ruches avec 20 témoins homologues. J'aurais aimé justement qu'il y en ait beaucoup plus. Et donc, c'est pour ça que je demandais à chacun de mettre la variété de la reine, la race de la reine. Ce qui est fondamental, c'est que les reines soient du même âge. Un témoin homologue doit avoir la reine du même âge. Ça, c'est la base. Moi, de ce que j'ai constaté au niveau de l'étude préliminaire, et je vous invite à aller voir sur mon site, sur les études préliminaires, la vidéo au 10 avril, justement, où j'entre dans les détails par rapport aux différentes colonies. Et on peut s'apercevoir, attendez, je vais descendre. Allez, regardez. Donc, suivi des populations, d'accord? Donc, ça, c'était pour les ruches test, d'accord? Donc, en bleu, c'est la ruche Belfast. En rouge, c'est une ruche plutôt italienne. En 5, c'est plutôt italienne, parce que là, c'est des essaims sauvages. Donc, j'ai dit morphologie italienne, parce qu'avec rayé orange et tout ça. Et j'avais une ruche noire. Et elles étaient vraiment noires. Donc, c'était un essaim que j'avais pris au fin fond de l'Ariège. Et si vous regardez bien, au début de la mise en cave, il y avait des quantités d'abeilles complètement différentes. La buckfast, c'est une locomotive, elle prend tout le temps. Et ça, c'est pour moi, la buckfast, c'est une mauvaise colonie. Sauf pour les professionnels qui changent de reine tous les ans, la buckfast est pour moi pas une bonne reine. La buckfast avait 10 000, d'accord? Une italienne avait 3600 et la reine noire avait 2200. Les abeilles noires sont connues pour pondre peu à l'automne. Elles se réservent en fait, et c'est tant mieux. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'abeilles. Si au 1er avril, c'est-à-dire là, à la sortie à la sortie de l'hivernage, on voit que sur les 4 colonies, sauf sur la ruche italienne 5, la population ne change pas. Pourquoi? Parce que pendant ce premier mois, les abeilles vont mourir de l'hiver. Elles vont se jeter à l'extérieur pour rentrer de miel. Elles vont mourir. Elles vont à peine être remplacées par les autres. Et que vous ayez eu 10 000 abeilles au départ ou 2200, vous allez avoir la même progression au 10 avril. Les abeilles, que ce soit les noirs, les buckfast, ont sur ces 4 colonies, c'est pas beaucoup, c'est un très peu d'échantillage, mais j'étais extrêmement surpris de ça. Je pensais que la ruche buckfast allait me faire un carton. Ben, pas du tout. Elle a perdu ses 10 000 abeilles et elle était remplacée à peine par les autres qui naissaient. Et toutes ont été au 10 avril puissantes au niveau de la colonie. Et la ruche 2 italienne, c'était une colonie de 1300 abeilles. C'est un essaim que j'ai trouvé mourant le 4 septembre de l'année précédente. Il était bouffé, il y avait plein de frelons asiatiques en train de bouffer les abeilles. Je les ai récupérés, je les ai poussés à la ponte et j'ai réussi à avoir des abeilles fraîches, c'est-à-dire des abeilles qui étaient nées dès l'automne, donc qui allaient passer un bon hiver. Et donc, évidemment, ils ont pris du retard par rapport aux autres. Juste pour l'évolution du couvain, c'est la même chose. Il n'y a pas eu de couvain du tout pendant l'hivernage. Et après, toutes, que ce soit quelle que soit la race, pour ce tout petit échantillon, il s'est passé la même chose. En fait, ce qui est important,
Le facteur limitant, ce n'est pas le nombre d'abeilles à la sortie. On va avoir des très grosses colonies, ça ne sert à rien en fait. Le facteur limitant, c'est la capacité de la reine à pondre. Si vous n'avez pas suffisamment d'abeilles pour suivre la reine, il se passe ce que vous voyez là. C'est-à-dire, évidemment, la population va moins croître. D'accord? Mais si à partir de 2200 abeilles, j'ai eu la même progression de couvain que la ruche qui avait 10 000 abeilles. Donc, il faut bien comprendre que la bugface à ce niveau-là, j'ai des amis qui m'ont dit je vais acheter les bugfaces, j'ai fait OK. La 3e année, ils n'ont pas changé la reine, c'est devenu orpheline, elle pondait plus, c'était foutu. La bugface, c'est une très bonne ruche, très bonne production pour l'apiculture hyper intensive, où les apiculteurs changent leur reine tous les ans, ou presque, mais pour le long terme, c'est l'abeille noire, il n'y a pas de secret. D'accord. Et alors, quelque chose que je voulais avoir un petit peu plus de précision sur l'hivernage en cave. Quand vous sortez les ruches, la durée de sortie moyenne, si vous les sortez 1 heure, 2 heures, et est-ce que vous les remettez à leur emplacement initial ou vous les mettez devant votre garage? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Là, il y a le problème déjà, on n'est plus obligé de sortir les ruches autant que je préconisais par précaution avant. On peut ne sortir les ruches une fois sur 70 jours ou même sur 4 mois. D'accord? Moi, je préconise, pour ceux qui veulent traiter à l'acide oxalique, en absence de couvain, de sortir les ruches 1 mois après la rentrée en cave, ou entrer au nord éventuellement, hein. Si le temps est froid et que les abeilles ne sont pas sorties, c'est la même chose, vous pouvez le faire sur les entrées au nord. Donc, vous sortez la ruche de la cave, vous tressez à l'acide oxalique. Vous sortez la ruche de la cave, toujours au même endroit. Si vous sortez 2 fois, il faut qu'elles sortent exactement au même endroit, de façon que les abeilles ne se mélangent pas. Hein. Par rapport à ce que je dis tout à l'heure, la mémoire des abeilles, c'est au moins 1 semaine par rapport à un emplacement, et jusqu'à 35 jours minimum pour les abeilles noires. Hein. Allez voir la vidéo sur la 5e sortie sur le rucher test, les 4 ruchers test. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Et donc, vous sortez la ruche simplement vers les 11 heures et vous les sortez un jour où il ne fait pas trop chaud. C'est-à-dire que la météo dit qu'il va faire 14 degrés, 15 degrés, pas plus. Mais pas moins. Parce que si vous les sortez à 10 degrés, elles ne feront pas leur vol de propreté. Si vous les sortez au-dessus, elles risquent de faire du couvain. Donc, il faut les sortir entre 11 heures et après, vous ne pouvez pas les rentrer tant qu'elles ne sont pas toutes rentrées dans la ruche. Mais vous les sortez à 11 heures du matin jusqu'à 16 heures, et 16 heures, 17 heures, à 17 heures. De toute façon, c'est simple. Hein. Dès qu'il n'y a plus de soleil, les abeilles rentrent et puis elles se mettent en grappe. C'est fini. J'ai répondu à votre question? Ouais, à peu près. En fait, pour résumer, est-ce qu'on peut dire que l'hivernage, c'est de mettre ces ruches et ces essaims au moins 70 jours dans une température inférieure à 10 degrés? Est-ce qu'on peut résumer par ça ou est-ce que c'est un peu trop… Non, c'est vrai ça en cave. C'est vrai ça en cave. La mise en cave est la meilleure façon d'hiverner les abeilles, à mon sens. Pourquoi? Parce que vous êtes absolument certain que la reine ne va pas pondre. Vous êtes absolument certain que les abeilles vont rester en léthargie. Donc, elles vont se conserver au niveau de la vitalité complètement. L'hivernage en cage marche déjà à partir de 45 jours. Il y a quelqu'un qui avait mis ses ruches que 46 jours en cave. Il m'a dit, il n'y a pas photo, quoi. Par rapport à l'année dernière, je suis hyper heureux. Déjà, 45 jours, ce serait déjà bien. Peut-être même 30, ça suffirait. Ça serait déjà un plus. Je dis ça parce que s'il y a des personnes qui veulent entrer dans l'expérimentation, on peut encore entrer dans l'expérimentation. Et si vous faites que 40 jours ou 30 jours d'hivernage en cave, ça vaut le coup d'essayer, vraiment. Merci. Très bien, merci Laurence. Alors, je crois que il y a Monsieur Chiraud, alors qui a posé plein de questions sur… Bonjour Gérard. Bonjour. Voilà. Bonjour. Qui a posé plein de questions sur la discussion. Donc, peut-être que le mieux, c'est que vous les reposiez en direct. Qu'en pensez-vous? Oui, je vais reprendre mes notes. Vous m'entendez?
Très Ouais, bien. ouais, ça fait plaisir de te voir. D'accord. Alors, j'ai l'habitude d'être constructif, donc je vais donner les points qui me paraissent positifs et qu'il faut retenir, les côtés positifs. Et je vais aussi vous dire que j'ai pris peut-être une centaine de notes, de questions, de remarques, d'interrogations, et que les points positifs que je vais relever, ça va représenter 4 ou 5 points, mais qu'il faut relever quand même, parce que c'est remarquable. Alors, là, dernièrement, sortir les ruches n'est pas nécessaire. Très bien. Mais ce que j'ai noté, excusez-moi, ça va être un peu compliqué parce que j'ai quelques pages. On a le temps? Moi, Allez-y, j'ai on du vous temps, oui. écoute. D'accord. Alors, excusez-moi. Alors d'abord, par rapport à la lutte contre la varoise, il y a des choses qui sont... Oui, je voulais dire aussi qu'avec Xavier, on se connaît parce que je suis président du GDSA 65, Groupement de défense sanitaire des Hautes-Pyrénées, et il y a 2 ans, on a fait une vidéo avec des gens du Canada, et vidéo à laquelle, que Xavier a suivi, et qui est toujours visible sur le site du GDSA 65. Je vous mettrai l'adresse du site web, mais bon, je vous le donne comme ça. GDSA65.fr, vous pourrez aller voir des tas de choses qui, à mon sens, sont intéressantes. Voilà. Et notamment donc la vidéo qui dure un peu plus d'1 heure, dans laquelle on avait fait intervenir des Canadiens qui avaient 20 ou 25 ans d'expérience, enfin des gens de l'administration, qui avaient relevé des notes pour 20 ou 25 années d'expérience, des chiffres pour l'hivernage en cave au Canada. Bon, voilà. D'ailleurs, la valeur cible, la température cible donnée par ces gens-là, qui ont un peu de recul, c'est 6 degrés Celsius. Donc, c'est précis. Globalement, la critique, je vais la dire, parce que je ne vais pas non plus être hyper complaisant. Les critiques que je donne à Xavier, je les ai écrites vite fait. Pour moi, c'est approximatif, imprécis, brouillon. Ça manque d'expérience, c'est instable et peu lisible. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, il y a des choses qu'il faut retenir. Donc, pour la lutte contre varroa, il y a des choses qui sont certaines, éprouvées, c'est-à-dire que le retrait des couvains de mâles, effectivement, c'est une bonne arme parce que dans le couvain de mâle, il y a 9 fois plus de couvains que dans varroa, que dans le couvain d'ouvrière. Donc, le retrait de couvains de mâle, ça équivaut effectivement à un traitement. La suppression du premier cadre de couvain aussi, bon, Xavier a dit qu'il avait lu ça, revu ça auprès de Canadiens, ça existe aussi dans les pays de l'Est. C'est effectivement quelque chose qui est hyper intéressant parce que forcément, quand il y a eu une rupture de couvain, les varrois sont sur les abeilles. Ensuite, quand la reine reprend la ponte, forcément, les varrois se jettent sur les larves et forcément, retirer les 15 premiers jours de couvain, c'est extrêmement efficace. Ça, c'est le deuxième point qu'il faut effectivement retenir. Alors oui, il y a plusieurs fois, je vais aller au bout des choses qui sont intéressantes, puis après je dirai les choses qui me posent question. Donc, Xavier, tu as vu que en retirant le couvain de mâle et en retirant le premier cadre de couvain, tu es arrivé fin août à 3% de varroa, ça c'est remarquable et c'est très bien. Félicitations pour ça, c'est une bonne méthode. Okay. Alors, juste par rapport à ça, j'ai fait une vidéo de suivi qui raconte tout ça en détail, le suivi de varroa sur les 4 ruches tests. Vous trouvez avec les graphes et tout. Vous trouvez ça sur le site. Là, il n'y a pas d'acaricide et effectivement, c'est très bien. Par contre, puisqu'on est dans ces conditions-là, pour dire combien les choses, pour moi, sont approximatives. Et, en fait, moi, j'ai l'impression que Xavier est convaincu de quelque chose et ensuite, il argumente. Enfin, c'est pour moi, je considère que la démarche n'est pas scientifique parce qu'un scientifique dit « je ne sais pas, je regarde ». Alors que Xavier dit « je pense que ça, c'est bien ». Et je vais mettre en place quelque chose pour vous montrer que ça, c'est bien. Et ensuite, il adapte, il corrige, etc. Et pour moi, ça ne va pas. Voilà. Par exemple, à la fin, là, tu as dit que dans ton rucher, parce que, en fait, les cours d'eau sont pollués, tu amènes de l'eau dans ton rucher
pour que les abeilles aillent se servir dans cette eau-là et pas dans les mares voisines parce que l'eau à côté peut être polluée. Mais à ce moment-là, si tu amènes un biais comme ça dans l'observation de tes colonies, comment tu peux dire que le miel et la super récolte que tu fais, ça ne vient pas justement du fait que tu donnes à tes abeilles de l'eau qui est propre, alors que avant ou d'autres ne donnent pas des abeilles de l'eau propre à leurs abeilles. Comment tu mets un biais en fait dans le protocole? Enfin, tu fais plein de choses Oui. avec des variables, et puis Je après tu répondre. tires une conclusion qui va dans le sens de ce que tu dis. Et ensuite, laisse-moi finir. Et ensuite, quand il y a des incidents, tu expliques que bon, il y a eu des. Excuse-moi, on va répondre point par point si tu permets. Alors, le fait de nourrir les abeilles par cette eau, je le fais que depuis cette année. Aucun apiculteur de toute l'expérimentation ne l'ont fait. Donc, il n'y a pas de biais à entraîner par ça. Absolument pas. Sur la ruche préliminaire. Mais alors là, ça reprend le fait que c'est brouillon parce que tu parles de ça à un moment donné sans préciser au départ que c'est uniquement cette année. Alors pourquoi tu le dis, tu vois? C'est ça qui me pose problème. Parce que je suis convaincu que c'est une bonne chose. Oui, c'est ce que je dis. Tu es convaincu que c'est une bonne chose, alors tu mets tous les éléments pour convaincre. C'est-à-dire que quand tu présentes les choses, tu dis c'est extraordinaire, on a un résultat extraordinaire. Et ensuite, dans la lecture de tes choses, à chaque fois, il y a des éléments qui permettent de relativiser en fait ton enthousiasme. Toi, tu ne le vis pas comme ça. Moi, je relativise par rapport à ce que je lis. Voilà. Bon. Vous avez une autre Ouais, remarque à un moment donné, monsieur Chéreau? À un moment donné, tu parles de ruches étouffées parce qu'il y a trop d'abeilles mortes. C'est curieux parce que il me semble qu'avant, j'ai entendu que elles hivernaient très bien en cave et qu'il n'y avait pas de mortalité en cave ou au nord. Alors, c'est peut-être les ruches qui sont à l'extérieur. Non, tu n'as pas bien. J'ai du mal à m'expliquer. Il y a eu des problèmes comme ça parce que les ruches ont été fermées. Sur un rucher, sur le rucher de 130 ruchers dont j'ai parlé de ce problème-là, il a constaté qu'il y avait des abeilles mortes en grande quantité. Et je dis, le plus simplement, il avait peur que ces colonies soient étouffées. Ce n'a pas été le cas. Je lui ai dit, pour éviter ça, il suffit, pendant l'hivernage, au moins tous les mois ou tous les 2 mois, de changer le plateau, d'enlever les abeilles mortes, tout simplement. Donc, je ne dis pas n'importe quoi, je dis simplement ce qui a été la conclusion de comment faire dans ce cas-là. Je vais reprendre. Bon, là, j'ai fini. J'avais posé des questions dans le courant de ton exposé. Quel est le pourcentage de colonies mortes pour la cause d'orphelines? J'ai pas eu le temps de noter. Au début, tu as parlé de colonies mortes. 2,3%, 17 ruches sur 600. 17. 17, je marquerai, j'ai perdu ma chaîne. À un moment donné, j'ai compris qu'il y avait 20% de couvains en plus dans les ruches au nord, avec l'entrée au nord dans le Jura. C'est vrai? C'est ça? Oui, ben oui. Donc, dans les ruches d'entrée dans le Jura, c'est à quel moment qu'il y a 20% de couvains en plus? C'est au démarrage de la saison, dans la saison, ou à la visite d'avril, à la première visite. À la première visite. Dans le Jura, donc dans le Jura où il fait quand même assez froid, les ruches qui étaient exposées vers le nord, elles avaient 20% de couvains en plus que les ruches qui avaient les entrées vers le sud. Donc, il y a un élément que tu n'as pas cité dans ce que tu viens de dire, c'était les ruches où il y avait eu de la neige. Ce n'était pas parce qu'elles étaient protégées du soleil, c'est parce qu'elles étaient protégées de la réverbération du soleil et qu'elles n'ont pas eu, elles ont eu une meilleure vitalité à la sortie parce que, par rapport aux autres, parce que les autres s'étaient dépeuplés à cause de la réverbération du soleil sur la neige, c'était à sortir. Oui, j'ai compris. Elles n'ont pas été affectées par la présence de la neige. D'accord, j'ai compris. D'accord. Voilà. Et dans le Timol, à un moment donné, tu as parlé de 80% d'efficacité. C'est ce que disent. Moi, j'avais fait un stage au GDSA. Ils disent qu'en moyenne, quand on fait, il y a 80% des forêtiers qui vont tomber. C'est un chiffre que j'ai eu lors d'une formation. D'accord. Alors, du coup, là aussi, ça change. C'est là que je dis c'est imprécis. 80% d'efficacité et 80% sur les varroa phorétiques, c'est pour moi pas la même chose.
Ensuite, 80% d'efficacité, c'est une valeur qui est importante par rapport à des tas de données de l'AFNOSAD dans les choses de l'AFNOSAD. L'efficacité du thymol, et puis le thymol, ça dépend aussi du produit. Bon, ça tombe parfois à 40% d'efficacité, mais en tout état de cause, il y a aussi des variables à cause de la température. Le thymol, il s'exerce fort quand il fait chaud, pas du tout quand il fait froid. Donc, du coup, il y a des grosses variables. C'est difficile de donner une valeur comme ça. Et ensuite, vous avez parlé d'absence de couvain, ouais, sur les colonies en cave. Et là, c'est redit aussi dans le graphe final. Mais tu as parlé d'un contrôle sur une seule ruche. Non. Tu vas avoir la visite à la cinquième sortie. À la cinquième sortie, il faisait tellement chaud, je vous dis, c'est le 60e jour, j'ai pu visiter, vous allez voir la vidéo, j'ai visité, et dans la vidéo, je vous montre tous les cadres, les cadres du milieu de toutes les ruches, et à la cinquième sortie, donc 60 jours après, il n'y avait absolument pas de couvain. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait eu de pompe avant, sinon il y aurait eu des couvains operculés encore à cette période-là. Donc, c'est absolument certain, il n'y a pas de couvain dans les ruches au Canada, c'est ce qu'ils disent aussi. Hein. Attends, non, mais 60 jours, ok. Au moment où tu as contrôlé, il n'y avait pas de couvain, mais le cycle de couvain, c'est 21 jours. Donc, tu as 3 fois en 60 jours, tu as 3 fois le temps d'un cycle de couvain. Alors, bon, je ne sais pas. S'il y avait des capteurs de température sur tous les cadres, tu pourrais dire qu'il n'y a pas eu de couvain parce que la température est restée au niveau de la grappe ou au niveau de la cave à 10-12 degrés. Mais si tu n'as pas de testeur de capteurs de température sur les cadres de couvain pendant que tu es en cave, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas eu de couvain. Tu ne peux pas l'affirmer. C'est simplement connu, simplement que du moment qu'il n'y a pas de rentrée de pollen ni de couvain, que la température à 10 degrés, que les ruches sont en grappe, que la reine ne pond pas. C'est un truc, c'est connu depuis la nuit des temps, je dirais, excuse-moi. Hein. C'est là que je relève que tu n'as pas d'expérience, en fait, parce que ça, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est pas vrai du tout. Même au Canada, où ils sont à 6 degrés, je t'ai dit l'autre jour, d'ailleurs, au téléphone, oui. Au printemps, quand les beaux jours arrivent au mois de février, qu'il y a des jours de beau temps, les rennes en cave reprennent la ponte à 6 degrés. Oui, je suis d'accord, mais c'est au bout du 5e mois. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils disent. Hein. J'étais là aussi, là, le truc. Ils disent que tout à fait à la fin, je pense que la reine est complètement perturbée d'être restée 5 mois sans pondre. Et donc, à un moment donné, la nature fait qu'elle commence à pondre. Mais c'est tout à fait à la fin. C'est pas pendant les 70 premiers jours. C'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils ont dit dans l'exposé que tu peux revoir sur ton site d'ailleurs. D'accord. Oui, je sais qu'ils disent ça à la fin de la période. Oui, c'est à la fin de la période. Donc, les reines sont perturbées et elles se remettent à pondre parce que la nature est plus forte qu'elles, elles ont besoin de pondre. Ça, c'est ta conclusion. Au Canada, il fait moins 40 degrés et chez toi, il fait 10, 20 degrés. Il y a du pollen dans l'air qui peut arriver dans la cave et tu considères que ça compte pas. Alors, excusez-moi, Monsieur Chiraud, mais par contre, étant donné que vous vous connaissez avec Monsieur Dumont, si vous voulez polémiquer et lui faire des réponses à chacune des réponses qu'il vous fait, ben, je vous propose de faire ça entre vous et pas durant cette visio, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent poser des questions. Voilà. Parce que sinon, le petit jeu de questions-réponses, il peut durer longtemps. Ah non, j'ai fini parce que là, j'ai une ou deux questions. Mais si vous pensez que je polémique, je m'arrête. Hein. Non, mais posez votre... Non, il reste juste une ou deux questions. Je reprends mes commentaires, les questions que j'ai posées durant l'expression. À un moment donné, donc, un ou deux points. S'il fait noir et frais dans la cave, pourquoi faut-il sortir les ruches à l'extérieur pour les traiter à l'acide oxalique? Pourquoi ne pas faire le traitement acide oxalique à l'intérieur de la cave? Alors là, c'est une question de... Moi, j'ai jamais fait de traitement à l'acide oxalique. Tous ceux à qui j'ai incité à faire ça, qui l'ont fait, ils m'ont dit ça a super bien marché. Ils l'ont sorti, ils ont traité l'acide oxalique. C'est plus facile avec une ruche d'or. Si vous ouvrez une ruche dans une cave, ça va être le bordel parce qu'elles vont sortir. Si vous ne pouvez pas en fumer. Et moi, je l'ai fait sur la petite ruche dans le noir complet avec la lumière rouge. Je ne m'amuserais pas à les triturer avec de l'acide oxalique, ni en sublimation, ni en dégouttement dans le noir. Ça, je m'y risquerais absolument pas. Donc, je considère que c'est
mieux. Moi, si vous voulez, s'il y a des apiculteurs qui veulent tenter de le faire dans le noir, je leur laisse le péril, mais moi, je ne le ferai pas. Je ne conseillerais jamais ça. OK, merci. J'ai fini. Ok, merci. Alors, je vais en profiter parce que moi, j'ai une question aussi. Je ne l'ai pas vu dans votre présentation, donc vous n'avez peut-être pas eu l'occasion, vous n'êtes pas équipé. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de caméras thermiques pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur des ruches qui sont en cave? Ah ben, caméra thermique, ça permet, comme dit Gérard Chiraud, éventuellement de suivre. On dit que s'il n'y a plus de couvain, la température de la grappe tombe à 25 degrés, si je ne me trompe pas. Et donc, ça permettrait de confirmer qu'il n'y a pas de couvain au niveau de la température. Voilà, ça, je ne l'ai pas fait, ça c'est vrai. D'accord. Mais là, il a raison. Mais ça serait peut-être intéressant, effectivement, d'avoir voilà, des chiffres de caméras thermiques pour un suivi, en tout cas. Ah oui, tout à fait. La caméra thermique, ça permet aussi de voir les abeilles, si je comprends bien. Ouais. C'est ça que vous voulez dire? D'accord. Donc, non, ça, je n'ai pas fait, je n'ai pas investi là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres questions? Et Monsieur Chiraud, il a donné l'adresse du GDSA 65, je la repasserai de toute façon aux adhérents du Rucher École. Alors, d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Ok. Donc, moi, j'ai encore une autre question. Vous disiez qu'il était encore possible, si on vous souhaitait participer au protocole, c'est ça? Oui, Voilà. oui, bien sûr, c'est possible jusqu'à fin décembre. Dans les régions qui sont plus au nord et qui vont avoir des millets qui vont commencer très tard, et s'ils les mettent jusqu'à fin décembre, ils auront suffisamment de jours en hivernage artificiel pour voir peut-être un bénéfice. Je ne sais pas, puisque je n'ai pas de chiffre en dessous de 45 jours. J'ai qu'un seul chiffre à 45 jours, donc on peut pas, il faudrait avoir beaucoup plus de chiffres, beaucoup plus d'abeilles, de ruches dans l'expérimentation, ce que j'espère cette année. Voilà. Donc oui, on peut rentrer. De toute façon, on met les ruches entrées au nord. Vous ne les déplacez pas, vous risquez pas de chambouler la grappe. Vous ne faites pas des kilomètres. C'est très facile à mettre en place. Une palette avec une agrafeuse pour mettre une nappe dessus, vous le protégez du soleil. Vous mettez un petit bout de bois ou comme j'ai fait, du plancher en PVC pour occulter l'entrée, c'est très facile à mettre en place, très très facile. Il suffit simplement que l'apiculteur qui rentre ait fait une visite avant l'hiver, qui sache l'âge de ses reines, qui sache à peu près les réserves, là il suffit de poser les ruches, et qui sache à peu près combien il y avait la force des colonies. Il faut qu'il puisse dire que ces colonies, s'il connaît ces colonies, il sait lesquelles sont à peu près de la même force. Voilà. Donc, je préconise un truc très simple pour suivre une colonie au niveau de la population, c'est de regarder le nombre de cadres de couvain. Couvain, tout confondu, c'est-à-dire de l'œuf jusqu'à la cellule operculée. Pourquoi? Parce que la population de la colonie est proportionnelle au nombre de cadres de couvain. Plus vous avez de couvain, plus la colonie est grosse. Donc, simplement le fait, à la visite, de compter le nombre de cadres de couvain, un cadre de couvain comptable est partir, ça c'est le critère que j'ai donné, à partir de 10% de couvain sur un cadre, on commence à le compter. Voilà. Donc c'est moins précis que Coléval, mais c'est quand même plus précis que de mettre la visite à des NAS. D'accord. Merci. Et j'ai encore une question, je me doute un peu de la réponse et après je redonnerai la parole à Monsieur Chiraud. Sur toutes ces ruches qui ont suivi le protocole, il n'y avait pas de nourrissage artificiel hivernal? Si vous voulez, au niveau justement de la construction, il faut que l'apiculteur suive ses ruches. C'est évident que d'abord, au niveau poids, simplement, pour les ruches essais par rapport à son témoin homologue, il faut qu'elles soient de la même quantité l'apiculteur compense la quantité de réserve pour que la ruche la plus faible en réserve atteigne le niveau de l'autre.
avant l'hivernage. Voilà. Et c'est en général les apiculteurs qui suivent la ruche, qui les pèsent, les nourrissent suffisamment en nourriture solide ou très concentrée avant l'hiver. Donc, c'est pas un problème. D'accord. J'ai répondu à la question, ça va? Pas tout à fait. Parce que ma Alors, question, c'était de savoir s'il y avait un nourrissage hivernal, s'il y avait un supplément Non, en temps alors, de vie. c'est à la condition de chacun. Il D'accord. faut, c'est-à-dire que chacun doit suivre ses ruches et doit avoir. Alors, après la sortie de l'hivernage, par contre, ça peut être un critère de différence entre une ruche et son témoin, c'est la quantité de nourriture à lui apporter en cas de disette. C'est-à-dire que là, il ne faut pas nourrir les ruches de la même manière, parce que ça va être un moyen de voir une différence justement de vitalité des colonies. Donc aussi bien, il faut que les ruches soient homologues avant l'hivernage, c'est-à-dire qu'elles soient avec les mêmes réserves, etc., tout ce que j'ai dit. Autant après, dans le suivi, il faut que sur tous les points, ce soit suivi exactement de la même manière, c'est-à-dire, si vous traitez contre le varroa, vous devez traiter les ruches exactement de la même manière. Si vous les poussez à la ponte, vous devez les pousser à la ponte exactement de la même manière, de façon à ne pas amener un biais par rapport à un traitement privilégié sur une ruche ou l'autre. Par contre, la seule chose que j'ai cette année précisée dans le protocole, c'est que quelqu'un qui fait une suppression du premier couvain de mâle, il ne le fasse que sur la ruche essai, parce que si on a suffisamment de ruches essai sur lequel le couvain de mâle a été supprimé, on pourra, chiffre à l'appui, dire en août, il y a beaucoup moins de varroa ou pas. Et donc, ça, c'est une des choses que je demande de ne pas faire systématiquement sur les deux ruches, justement pour voir la différence de ça. Ensuite, par rapport au couvain de mâle, là, je laisse à chacun le choix. Soit il traite les ruches exactement de la même manière, soit il ne traite que les ruches essais avec le couvain de mâle supprimé ou pas. Dans la même optique, voir si, sur un grand nombre de ruches, j'espère qu'il y en aura beaucoup, bon, pour le moment, je n'ai que 12 apiculteurs, c'est normal, j'ai relancé l'expérimentation, j'ai dit que je recommençais l'expérimentation, mais quand j'ai eu les résultats en octobre, si les résultats avaient été nuls, c'est-à-dire que sur 600 ruches, il n'y avait rien qui s'était sorti, ben, j'aurais arrêté. J'ai dit, bon, ben, c'est pas la peine d'aller plus loin, sur 600 ruches, il n'y a pas de différence, bon, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et ça a été le cas, donc j'ai relancé qu'en octobre. Donc c'est pour ça que pour le moment, pas trop d'apiculteurs inscrits. Je pense qu'à partir du moment où ça va sortir les articles dans la santé des abeilles et deux autres revues, du NAF et de l'autre syndicat, je pense qu'il y aura beaucoup de monde, j'espère, qui vont s'inscrire. Bon, c'est un peu tard, mais bon, on tente. En tout cas, tout est prêt. J'ai refait les programmes, j'ai refait les questionnaires. S'il y a beaucoup de monde, on pourra faire des choses plus sérieusement. D'accord, merci. Même si j'ai été sérieux dans ce que j'ai fait. Le protocole que j'avais mis en place, je l'ai fait valider par deux grands pontes de chercheurs sur les abeilles qui m'ont dit, vous ne citez pas, mais votre protocole tient la route, vraiment. D'accord. Monsieur Chiraud, vous vouliez faire une précision? Oui, sur la dynamique des colonies d'abeilles, quand on les économise, les butineuses, effectivement, quand on les ressort, c'est bien sûr, même en pleine saison, vous pouvez l'observer quand vous avez une semaine de mauvais temps, vous avez la population qui grossit dans les ruches parce que les abeilles continuent de naître, les butineuses ne sortent pas, ne s'épuisent pas, et donc elles sont encore disponibles. Et après une semaine de mauvais temps, vous avez une activité qui est extraordinaire dans le rucher au premier jour de soleil. Donc forcément, si vous économisez les abeilles durant l'hiver, à la sortie de la cave, oui, vous avez une activité très forte. Merci. Alors, dernier appel sur des questions. Et s'il n'y a plus de questions, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, il est 4h30, ça fait 1h30 qu'on est ensemble, c'est pas trop mal. Et je vois qu'il n'y a pas de questions, j'ai plus rien dans la discussion. Voilà. Eh bien, écoutez... Je dirais juste une dernière chose. Allez-y, monsieur Dumont. Une dernière chose.
Ce qui va aussi dans le sens de cette hypothèse, c'est que tout le monde connaît, tous les apiculteurs connaissent des essaims sauvages dans un mur qui ne meurent pas. D'année en année, il y a toujours des abeilles. J'ai fait sur 4 essaims sauvages au printemps des prélèvements de couvains sur des essaims que j'ai récupérés. Moi-même, j'ai une vidéo là-dessus. Et il n'y a pratiquement pas de varroa sur des essaims qui n'ont jamais été traités depuis 15 ou 20 ans. Donc, le problème du varroa vient du fait que l'apiculteur pousse ses abeilles, qui a beaucoup de couvains tout le temps. D'accord? Deuxième chose, un essaim sauvage, il est dans une petite cavité, il essaime souvent rupture de ponte de la reine, rupture du cycle de vie du varroa. Ensuite, souvent, il est dans une petite cavité avec un tout petit orifice vers l'extérieur, donc le soleil ne rentre pas. Souvent, c'est dans un mur épais qui ne se réchauffe pas. Donc, les essaims sauvages sont beaucoup plus proches de ce que je préconise que les essaims d'apiculteurs intensifs. Et ce que j'ai constaté sur les essaims sauvages, que chaque apiculteur peut constater, c'est que les essaims sauvages n'ont pas vraiment de problème de varroa par rapport à l'apiculture moderne. Merci. Eh bien, écoutez, je pense que ça va Merci être à vous. le mot de la fin. Merci de nous avoir fait cette présentation aujourd'hui. On la relaiera, puisqu'elle a été enregistrée, on la relaiera sur la chaîne YouTube. Je vous enverrai le lien. Voilà. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. On va voir si on a quelques apiculteurs qui veulent suivre le protocole. Et on va Et voir sur vous-même, vous allez rucher en mettre école. des ruches entre au nord? Eh bien, pourquoi pas? Il faut que j'y réfléchisse. Il faut surtout que je guérisse d'un lumbago pour l'instant, parce que je ne peux pas tourner les ruches. Mais voilà, c'était très Vous mettre 2 jours de retournement des ruches. voilà. Mais c'était très intéressant. Je pense que ça va alimenter nos conversations sur les prochaines réunions du rucher école. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci Et à vous. merci à tout le monde. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir.